Donc une seconde table ronde consacrée à l'enjeu d'inscription de la démarche d'essaimage dans le territoire d'accueil de l'innovation. Nous allons nous laisser à nouveau 1 heure et consacrerons à nouveau 10 minutes ou une dizaine de minutes à vos questions. Donc allez-y, hein, écrivez-nous dans le chat, levez la main. Stécie sera mon binôme d'animation. Elle va garder les yeux rivés sur les échanges. Elle relaiera l'ensemble de vos questions à la fin de session. Donc voilà, c'est aussi l'idée de pouvoir bénéficier de vos témoignages et de vos questions, d'avoir un temps d'interaction. Donc, on a vu sur la première table ronde qu'il y a une diversité de leviers qui peuvent être activés pour accompagner les structures qui accueillent l'innovation autour de l'enjeu, notamment de mobilisation et d'adhésion de ces structures. Moi, je retiens l'idée d'implication des pairs, à la fois direction et acteurs professionnels de terrain. Il y a aussi cette nécessité de penser, d'anticiper l'animation de la communauté de l'essaimage et notamment sur le plan financier. Et puis cette idée aussi de mouiller le maillot que soulignait à l'instant Jean-Pierre Arangeau. Cette seconde table ronde, on va s'intéresser spécifiquement au territoire d'accueil, comment on inscrit le projet d'essaimage en cohérence avec l'offre, les besoins locaux, comment on s'adapte aux contextes locaux, tout en restant fidèle, là encore, aux principes essentiels qui font le cœur de l'innovation, comment on mobilise les partenaires du territoire. Donc, 4 intervenants à cette table ronde. Jean-Hugues Morales, délégué national Tapage France. Marion Moulin, responsable national de groupe Emmaüs France, qui sera, je crois, accompagnée d'Armel Dubois, responsable de mission sur le développement de l'insertion par l'activité économique au sein d'Emmaüs France. Sophie Roche, que nous avons déjà vue, donc, qui est directrice adjointe Convergence France. Et Nathalie Gatelier-Vignalou, responsable du programme Impact Jeune pour la Fondation Apprentis d'Auteuil. Est-ce que tous nos intervenants sont bien là? Je crois que je ne vois pas. Si, tout le monde, super. Je vérifiais que Nathalie était bien là, puisque Nathalie, je m'adresse à toi pour lancer cette table ronde. L'ANSA réalise depuis 2017 l'évaluation embarquée du projet Impact Jeune. Alors, pour faire court, et je te laisserai bien sûr compléter cette présentation évidemment trop succincte du programme, Impact Jeune, c'est un programme initié à Marseille, expérimenté aujourd'hui dans 6 quartiers prioritaires de la politique de la ville de Marseille. Un programme qui vise à accompagner les jeunes dans leur insertion et notamment en optimisant les dispositifs qui existent déjà sur le territoire, à la fois en les faisant mieux connaître auprès des jeunes et en favorisant leur articulation. Impact Jeune se déploie aujourd'hui dans plusieurs territoires métropolitains et ultramarins, soutenus par le plan d'investissement dans les compétences. Alors, la question, c'est la suivante. Comment vous ciblez les territoires d'accueil du dispositif et comment on passe de la théorie à la pratique? Bonjour à tous, merci Nelly pour cette introduction parfaite et pour cette invitation. Rapidement, le parti pris, c'était d'essaimer effectivement ce programme qui a eu plutôt des bons résultats dans les Bouches-du-Rhône en s'appuyant sur les directions régionales Apprentis d'Auteuil. On s'est dit, on va faire simple, en tout cas pour démarrer. On va faire porter l'essaimage par des structures internes locales. Donc, le premier critère du choix des territoires, c'était l'intérêt en interne des équipes Apprentis d'Auteuil. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Apprentis d'Auteuil, c'est une assez grande maison, il y a 6000 salariés. Donc, ce n'était pas forcément évident, ne serait-ce qu'il y ait une appropriation en interne de ce programme-là. Il y a beaucoup de choses qui sont développées sur le champ de l'insertion. Donc, c'était déjà un premier défi de faire en sorte qu'en interne, les équipes en aient envie. Donc ça, c'est le premier critère. L'autre critère, c'était d'identifier des micro-territoires. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'inverser la spirale de l'échec de plusieurs micro-quartiers en faisant réussir les jeunes. Mais on a un postulat fort qui est de se concentrer sur des petites échelles. Donc, trouver des micro-territoires, donc moins de 3000 habitants, où il y avait une urgence des besoins, donc un fort taux de chômage des jeunes, évidemment, et d'autres besoins. Un bassin d'emploi accessible, la présence d'entreprises à proximité. L'idée, c'est d'amener les jeunes vers l'emploi. Donc, forcément, s'il n'y a pas de boîte à côté, c'est plus compliqué. Donc, avoir des boîtes à côté, soit pour des stages, soit pour des jobs, soit pour du mécénat de compétences, un critère déterminant. Et puis, la présence d'associations
L'enjeu, comme tu l'as dit, Nelly, c'est de bien comprendre les besoins des jeunes et d'offrir un parcours sur mesure en s'appuyant d'abord sur tout ce qui existe. Donc, s'il n'y a rien sur ces territoires, ça ne marche pas. Donc, il fallait trouver le bon dosage entre il y a suffisamment de structures, de dispositifs, d'associations, de potentiel pour pouvoir s'appuyer là-dessus. Et en même temps, il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon c'est compliqué, on arrive encore comme un acteur en plus, même si nous, vraiment l'objectif, c'est justement d'optimiser ce qui existe, ça peut être mal perçu. Donc, aller sur les territoires trop fournis, ça ne marche pas. Donc ça, c'était un autre critère, la présence d'assaut. Et enfin, le dernier critère, évidemment, c'est un intérêt politique. Si on veut être soutenu notamment par les pouvoirs publics, il faut qu'il y ait un intérêt politique. Alors parfois, ce dernier critère prend le pas sur tout le reste et du coup, on ne coche pas les autres cases. Ça nous est déjà arrivé, voilà, parfois par opportunisme financier, d'aller dans des villes où ça aurait peut-être qui ne cochaient pas l'ensemble des critères. Donc ça, c'était une bonne leçon. Mais on s'est fait avoir. Je ne sais pas si ça résonne chez les uns et les autres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà comment c'est fait l'essaimage. Donc je suis bien d'accord sur le fait qu'on ne peut pas dupliquer à l'identique ce qui a été testé dans les Bouches-du-Rhône ne marche pas de la même façon à Saint-Ouen, au Havre, à La Réunion ou à la Martinique. Les territoires sont évidemment très différents. L'offre sur ces quartiers est différente. Le profil des jeunes aussi parfois est différent. Il y a des territoires où en fait, on trouve beaucoup d'étudiants. Et ben, il faut être capable d'accompagner aussi ces étudiants. Des territoires où il y a beaucoup de primo-arrivants qui ne parlent pas, où la maîtrise de la langue est un vrai sujet. Donc là aussi, il faut savoir s'adapter. Et du coup, le profil de la personne qui va être en charge de faire réussir les jeunes de ce quartier va évoluer en fonction de ça. Donc, il y a beaucoup de paramètres au final. C'est ça qui rend le sujet passionnant et en même temps très compliqué. Et pour revenir après sur l'intérêt politique et sur les opportunités de financement, ce qu'on a trouvé aussi compliqué, c'est qu'on a un projet qui a plutôt bien marché, accompagner tous les jeunes d'une même cité vers la réussite professionnelle, de Bac-5 à Bac+5, de je suis NITS jusqu'à je suis étudiant ou je suis en emploi. Et on se rend compte qu'avec les appels à projets qui parfois sont très en silo, je ne sais pas, notamment des appels à projets sur les NITS, sur le repérage où on focalise les NITS, on commence à 16 ans et pas avant, et ben, on a tendance un peu à dénaturer notre projet parce qu'il faut rentrer dans les cases d'un appel à projet. Donc, ce n'est pas toujours évident, je trouve, de trouver les bonnes opportunités pour déployer un programme sans y toucher. Merci Nathalie, je pense qu'on y reviendra et puis j'espère qu'on aura le temps de revenir aussi sur le comment, notamment je me disais comment on arrive à ne pas être un acteur en plus et à prouver de la complémentarité, mais je propose de continuer ce premier tour de table avec Jean-Hugues Morales. Vous êtes délégué national de Tapage France, Tapage pour travail alternatif payé à la journée. C'est un programme de réduction des risques mis en place dans des structures médico-sociales spécialisées en addictologie. Un programme qui propose une prise en charge globale, médico-sociale, psychologique. Un programme destiné à des jeunes en grande précarité, désocialisés, souffrant d'addiction. Vous essaimez dans le cadre notamment de la stratégie pauvreté avec un déploiement ambitieux dans plusieurs dizaines de villes de France. Alors, quand vous arrivez sur un nouveau site, un nouveau territoire, comment vous parvenez à mobiliser les acteurs du territoire? Merci pour cette belle introduction. Bonjour à tous, merci Nelly pour l'invitation et bonjour à tous les collègues. Oui, 2-3 précisions pour commencer sur le propos. C'est un déploiement ambitieux, mais qui n'est pas le miroir de nos ambitions, mais des ambitions de l'État par rapport à la lecture qu'il a du programme. On n'a jamais revendiqué vouloir faire une couverture nationale du programme Tapage. C'est quelque chose qui a été clairement posé par le président de la République dans son discours d'ouverture, qui a même surpris Olivier Noblecourt à l'époque, qui ne s'attendait pas à cette position du président. Et donc, on part sur une réactualisation, une réflexion nouvelle avec, vous l'avez dit, la stratégie pauvreté, en complémentarité avec la DGEFP, mais aussi la MILDECA et le CIPDR, donc Mission internationale de prévention de la délinquance et Comité international de prévention de la délinquance, lutte contre les conduites addictives. Donc on est sur ce quadriportage qui apporte une quadrisignature.
des pouvoirs publics et cette ambition des pouvoirs publics d'avoir une couverture nationale du programme. Ceci étant dit, vous l'avez très bien spécifié aussi, le programme Tapage est un outil de réduction des risques pour nous. Ce n'est pas autre chose, c'est un produit qui vient en complémentarité de tout ce que l'on fait, un outil qu'on a véritablement sculpté et pensé et adapté en France d'après le programme qui existait depuis près de 10 ans sur Montréal, où j'ai été pour différentes raisons, et que l'on a adapté sur Bordeaux par rapport à des besoins très, très structurels au niveau bordelais. Et certainement pas dans cette ambition d'aller beaucoup au-delà. Ceci étant dit, à partir du moment où on a la chance et l'opportunité d'avoir des pouvoirs publics qui soutiennent fortement et qui identifient un programme tel que Tapage comme un programme qui vient tuiler différentes attentes de politique publique, je rejoins largement tout ce qui a été dit dans la première table ronde. On essaie de réinventer un nouveau métier, de redonner une impulsion pour pouvoir comprendre qu'est-ce que veut dire SME à ce moment-là et quelle est notre responsabilité. Certainement pas d'implanter quoi que ce soit sur les territoires, mais bien plus de faire greffe par rapport à un existant. Et donc, pour partir par rapport à une manière plus précise, une fois que ce point de contexte posé sur l'axe sur lequel vous m'avez invité, très clairement, le programme Tapage, pour sa part, est un programme qui est attendu comme un outil supplémentaire de réduction des risques par l'ensemble de ces centres de soins, puisque nous ne sommes pas des acteurs d'IAE, nous sommes des acteurs de la politique de lutte contre les addictions, comme un outil complémentaire, donc qui fait sens au démarrage, et qui est en soi identifié et compris directement par les structures de soins quand elles prennent connaissance de ce programme. Donc nous, on part juste par appel à manifestation d'intérêt et on n'est certainement pas dans une démarche proactive envers les différentes structures. Et au-delà de ça, on arrive effectivement, comme vous le disiez, aujourd'hui à une soixantaine de programmes que l'on accompagne. On en a à peu près 2 par mois qui rentrent et que l'on accompagne sur la structuration du programme. Donc c'était énorme en termes d'accompagnement au déploiement et c'est quand même nécessairement rigoureux sur la façon de réfléchir à comment on les accompagne sur le territoire. C'est-à-dire que la première chose qu'on pose, c'est les invariants. Ça tient sur une page A4. Hein. Il n'y a pas un cahier des charges énorme, mais ça, c'est la structure vertébrale qui fait la signature de ce qu'est un programme Tapage de manière très spécifique par rapport à la complémentarité de tout ce que l'on connaît sur le territoire qui est impulsé. Alexis Gosselas parlait de CEF juste avant. Sophie va intervenir sur le programme Convergence juste derrière. Voilà, il y a une complémentarité des nouveaux programmes qui arrivent. Il faut que ça puisse être identifié. Chacun d'entre nous a une signature, et une signature qui est dans la complémentarité aussi, qui est dans la façon dont on a pensé chacun d'entre nous de notre côté, et puis après dans les échanges qu'on a pu avoir, un intérêt à avoir ces complémentarités de ces nouveaux outils qui viennent comme des nouveaux marchepieds à l'existant. On n'a rien révolutionné, mais on vient par rapport à l'existant, par rapport à tout ça. Et donc ça, on doit le poser, ce sont les invariants, et à partir de là, on demande aux acteurs de pouvoir nous permettre de travailler avec eux très tranquillement s'il y a de la faisabilité par rapport au public spécifique. C'est des jeunes en très grande précarité, c'est des NITS, comme il était nommé là. Par rapport à la possibilité pour la structure d'intégrer à ce moment-là de son histoire cet outil de RDR parmi d'autres. Et puis, derrière tout ça, on accompagne aussi, parce que ça demande beaucoup de temps et c'est extrêmement chronophage pour les structures, qui ne sont pas des grosses structures, qui n'ont pas des gros moyens. On accompagne par l'ingénierie à pouvoir voir avec eux l'opportunité sur le tissu économique du territoire, parce que c'est toujours des entreprises privées ou des municipalités qui offrent les plateaux de travail. Nous ne sommes pas des acteurs de l'IAE, encore une fois, donc il n'y a pas de soutien financier structurel comme on peut le connaître dans le monde de l'IAE. C'est une chance pour vous, hein, pour la plupart d'entre vous, mais en tout cas, le modèle est ainsi avec Tapage et on est sur à peu près 150 partenaires publics et privés, grandes entreprises ou entreprises du territoire qui accompagnent le programme de manière globale. Donc, on a besoin d'avoir cette identification aussi de l'opportunité et de la capacité du tissu économique de pouvoir porter tout ça. À partir de là, on a un second besoin qui est un besoin de compréhension du programme au niveau du territoire, par rapport à l'existant du territoire, parce qu'on sait qu'on est sur des
on a des zones blanches au niveau national, on a des territoires qui sont plus ou moins dotés par rapport à tout ça. Et donc, il y a une phase de compréhension, de présentation, d'acculturation avec les autres programmes existants, et puis de positionnement de ce qu'est le programme tapage au niveau de l'existant avec l'IAE, avec les missions locales, avec les clubs de prévention, avec les municipalités, voilà, avec les acteurs privés aussi, les conseils départementaux et autres, mais bien pouvoir cranter ces nouveaux marchepieds dans ce qu'il vient amener en complémentarité, soit par rapport à des ateliers chantiers d'insertion et un niveau d'exigence peut-être plus élevé, avec une contractualisation à 6 mois, avec du 20 heures semaine, enfin toutes les choses qu'on connaissait à l'époque qui faisaient que nos publics en très grande précarité ne pouvaient pas atteindre ce niveau d'exigence, ou ne le souhaitaient pas d'ailleurs, avec une posture plus anarchiste pour certains. Et de l'autre côté, des chantiers éducatifs avec ce travail sur du one-shot et cette question de l'après, accompagné de manière magistrale et vraiment très intéressante par les clubs de prévention, mais qui s'inscrit finalement dans la complémentarité avec ce qu'on peut demander dans le cadre de tapage. Donc tout ça amène à la fois soutenir la structure pour qu'elle puisse faire grève sur le territoire par l'intégration au sein même de son équipe du programme, au sein même du territoire, de la compréhension de ce qu'est le programme. Et puis, le dernier niveau de compréhension, il est aussi sur la façon d'accompagner à la perception de la traduction du cap posé au niveau national par les politiques publiques sur le territoire. Donc ça, c'est aussi comment, au niveau des DREDS et au niveau de l'ARS, il y a un accompagnement via le commissariat contre la pauvreté, avec les équipes de tapage et les équipes du territoire, à comprendre, à identifier la plus-value, la complémentarité, qui est la mise en place qui va avoir lieu du programme tapage sur leur territoire. Parce que ça reste quelque chose qui est la décision d'une association qui est un centre de soins, que ça part dans le Carud, mais derrière, il y a toutes ces interactions que je viens de nommer qui nécessitent que tout ça soit dans une aventure collective sur le territoire et pas seulement le choix d'une association qui porte ou qui va apporter un programme tapage. Merci Jean-Hugues Morales. Donc, un besoin d'identification, notamment auprès du tissu économique, un enjeu de compréhension aussi pour bien être en phase avec les besoins du territoire, et puis un accompagnement, du coup, que ce ne soit pas seule l'association qui porte. Marion Moulin, vous êtes responsable nationale de groupe au sein d'Emmaüs France. Depuis 2016, vous essaimez un programme sur le modèle de la ferme de Moyambry. C'est un accompagnement à destination de détenus qui vise à leur apporter un logement, un travail, un accompagnement et certainement bien plus encore. Aujourd'hui, 4 fermes sont actives et 5 projets en cours de développement devraient voir le jour courant 2023. Alors, comment l'installation d'une nouvelle ferme se prépare-t-elle, à la fois avec les partenaires de l'emploi, mais aussi, c'est peut-être une spécificité là chez vous, avec les partenaires du monde agricole et les habitants avec lesquels il y a un enjeu tout particulier au vu du public accueilli. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. On est ravis de pouvoir être présents aujourd'hui pour échanger effectivement sur cette question de l'essaimage. Alors effectivement, on essaime ces structures depuis 2016 et je pense que c'est important de souligner que c'est un essaimage qui se fait en partenariat étroit, notamment avec le ministère de la Justice et la DGEFP, le ministère de l'Insertion, voilà, qui sont nos partenaires depuis plusieurs années et qui nous permettent aujourd'hui donc d'aboutir progressivement à l'ouverture de nouvelles structures sur ce volet. Et effectivement, je voulais revenir sur ce point qu'on a commencé à évoquer, qui est la question de l'équilibre entre la fidélité au modèle et puis l'adaptation aux contextes locaux, puisque c'est une question qu'on s'est posée assez tôt dans la réflexion au tout début de l'essaimage. Et très vite, on a commencé en fait à travailler avec l'ensemble des acteurs de la structure initiale, donc la ferme de Moyambry, donc c'est-à-dire les salariés, les bénévoles, mais aussi les résidents ou anciens résidents de la ferme, justement à déterminer quels étaient les piliers fondamentaux du projet social de la structure qu'il faudrait absolument répliquer dans le cadre des futures structures à venir et quels étaient les éléments qui, au contraire, pouvaient, voire même devaient faire l'objet d'une adaptation locale. Et donc, suite à ce premier travail interne qu'on a fait entre nous, on l'a fait compléter par une étude d'impact qualitative qui a été faite par un prestataire extérieur pour venir confirmer nos constats.
Et par exemple, parmi les éléments qui sont ressortis, qu'il fallait absolument conserver dans le cadre d'un essaimage, un peu les invariants, comme l'évoquait Jean-Hugues qui prenait la parole juste avant, c'était par exemple le fait d'avoir des structures de petite taille, donc qui soient entre 10 et 20 places, pour continuer à garder une interconnaissance très forte entre les différents acteurs de la structure, ou encore le fait d'avoir systématiquement des activités économiques qui soient en lien avec la nature et les animaux, puisque l'ensemble des résidents et anciens résidents mettaient en avant ces éléments comme ayant eu un impact très positif sur leur parcours de réinsertion. Donc, on a conservé également, par exemple, la structuration administrative des projets, puisqu'on a des projets qui sont triplement conventionnés avec 3 ministères différents, qui ne sont pas forcément habitués à travailler ensemble, même si ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années, mais donc qui ne va pas sans difficulté, qui sont le ministère du Travail, le ministère de la Justice et le ministère du Logement, voilà, qui nous triple conventionnent sur l'intégralité des projets. Et l'adaptation aux contextes locaux, elle rejoint plusieurs enjeux et elle se fait effectivement sur différents volets des projets. D'une part, elle se fait sur les activités économiques que peut proposer la structure. Donc, l'ensemble de nos structures sont conventionnées ateliers chantiers d'insertion et proposent aux personnes qui sont accueillies un contrat de travail d'insertion. Et là, on s'est adapté d'abord pour une raison pragmatique, qui sont les contraintes propres à chaque lieu qu'on va acquérir et aux possibilités concrètes qu'il existe au niveau agricole en fonction de la surface, de la localisation, des terres et d'un ensemble de paramètres plus techniques. Mais surtout en fonction des besoins locaux, puisque nous, il y avait un enjeu très fort qui est de ne pas entrer en concurrence avec les agriculteurs locaux, qui pour un certain nombre d'entre eux voilà, sont eux-mêmes en difficulté aujourd'hui dans leur profession et qui peuvent parfois voir des acteurs de l'insertion qui sont sur une activité similaire mais qui perçoivent des subventions pour se faire comme des concurrents directs. Et donc là, on a une vigilance particulière à pouvoir proposer des activités qui sont en complémentarité avec celles qui existent sur le territoire et à créer, à être vraiment dans une démarche partenariale autant que possible avec les agriculteurs locaux. Puisque pour nous, un des objectifs, on est souvent étiqueté forcément comme une structure d'accueil de personnes sortant de prison, puisqu'effectivement, c'est notre public cible et c'est notre vocation principale. Mais c'est également important de montrer qu'on n'est pas uniquement des structures d'accueil de sortants de prison, mais qu'on est aussi un acteur économique local et un acteur économique qui a vocation à s'inscrire dans une démarche de transition écologique, en proposant notamment l'accès à une alimentation durable, biologique et en circuit court, puisque notamment un certain nombre de nos structures fonctionnent via le système AMAP pour permettre voilà, à des personnes du grand public d'avoir accès à ces produits de façon simplifiée et moins coûteuse. Un des autres volets sur lequel on s'est adapté au niveau local, c'est d'élargir un petit peu notre public accueilli, puisqu'initialement, on accueillait uniquement des personnes sortant de détention et qu'aujourd'hui, on a également créé des postes en insertion depuis quelques années pour des salariés en insertion qui ne sont pas sous main de justice, mais qui sont des personnes issues du bassin local, puisqu'on est quand même implanté dans un certain nombre de territoires qui ont un taux de pauvreté et de chômage relativement important. Et là aussi, c'était pour répondre à une demande des collectivités locales qu'on puisse également voilà, être une offre d'emploi supplémentaire pour le bassin local. Et nous, ça nous permet également, ce qui a un effet positif un peu par ricochet, de favoriser la mixité des publics au sein des structures et de ne pas avoir exclusivement des personnes qui ont vécu une expérience de détention. Il y a également un autre axe auquel on s'est assez attaché dans notre adaptation aux territoires locaux, c'était celui de la redynamisation, puisqu'on est implanté dans un certain nombre de territoires extrêmement ruraux, assez en difficulté. Et on peut donner par exemple l'exemple d'Emmaüs l'Espinassière. Donc l'Espinassière, c'est un petit village qui a environ 200 habitants, qui est situé dans la Montagne Noire, dans l'Aude, au-dessus de Carcassonne, et qui, là c'est une configuration un peu étonnante, était très en demande de l'implantation d'un projet Emmaüs sur son village, puisqu'il y en avait eu depuis quelques années, et où l'implantation de la structure a vraiment permis une redynamisation, notamment de la vie économique locale, puisque à l'initiative de la structure a par exemple été créé de nouveau un marché de producteurs pour que les personnes du territoire, notamment celles qui sont peu mobiles, puissent avoir un accès direct à un marché de fruits et légumes directement sur le site.
La structure a également proposé des activités culturelles et propose tous les 2 ans un gros festival culturel qui a lieu sur l'ensemble du village et qui fait venir un grand nombre de personnes du département et des villages alentours, voilà, pour aussi remettre en place dans ce village une offre culturelle un peu plus diversifiée que ce qu'il existait jusqu'à présent et créer du lien aussi entre les habitants et les résidents de la structure. Ou encore, cette structure a contribué à la relocalisation de la filière bois, qui était une filière très dynamique sur le territoire il y a quelques années, qui était un peu tombée en déshérence, et donc va reprendre une usine de création de ganivelles, voilà, de matériaux en bois qui existait sur place, et en lien avec la mairie, relancer cette activité. Donc voilà, on essaie au mieux aussi de cartographier les besoins du territoire pour voir comment on peut y répondre. Et ça, on le fait notamment en mettant en place des comités de pilotage dès la création des projets, même parfois avant que le lieu d'implantation exact soit trouvé, une fois qu'on a déjà identifié le département concerné, avec l'ensemble des services déconcentrés de l'État et des collectivités locales qui vont être concernées, pour qu'on puisse d'une part comprendre leurs besoins et puis dresser une cartographie assez fine du territoire, et aussi pour qu'ils puissent se connaître et se parler, puisque pour un certain nombre d'entre eux, ce sont des services qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler sur des projets communs. Donc, ça permet que chacun puisse entendre et comprendre les besoins et enjeux des différentes administrations et collectivités. Et effectivement, cette adaptation au contexte local, elle est indispensable pour nous, pour favoriser l'adhésion ou à minima l'acceptation des projets par la population locale et les collectivités, ce qui est un réel enjeu au vu des publics qu'on accompagne, voilà, particulièrement dans un climat politique actuel, voilà, préélectoral et avec une forte tendance à axer les questions de justice sur les notions de sécurité. Voilà, c'est un public qui peut susciter un très grand nombre de craintes, l'accueil de sortants de longue peine de prison tel qu'on le pratique. Et donc, il y a un véritable enjeu pour nous, voilà, de pouvoir se fondre dans le bassin local et susciter l'acceptation de la population locale. Donc, l'ensemble de ces axes qu'on peut développer sur les activités culturelles, les activités économiques, l'alimentation durable, c'est autant de moyens qu'on a de pouvoir répondre à cette problématique, voilà, qui a donné lieu à des retours extrêmement différents selon les territoires d'implantation, mais qui, voilà, peut toujours en tout cas susciter un certain nombre de questionnements. Et par ailleurs, cette question de la fidélité au modèle initial et à notre projet social de base et l'adaptation aux territoires locaux, je pense qu'on peut dire que c'est une question qui est toujours en questionnement et en débat chez nous. On accompagne les porteurs de projets, les structures existantes également dans le cadre d'un collectif. Et très régulièrement, quand on souhaite développer un nouvel axe ou qu'une structure souhaite proposer une nouvelle piste de développement, on peut être amené à rediscuter de cette question et jusqu'où on pousse l'adaptation du modèle. Donc, c'est, voilà, une question qui reste, en tout cas chez nous, en débat permanent. Une démarche de réflexion permanente et on continue du coup de se poser la question sur qu'est-ce qui fait le cœur de notre innovation et comment on continue à s'adapter aux contextes locaux. Merci pour cette présentation très riche et intéressante. Sophie Roche, vous êtes directrice adjointe de Convergence France. Vous êtes en charge de l'essaimage de Convergence, un programme d'accompagnement par l'emploi qui s'adresse aux chantiers d'insertion qui souhaitent s'ouvrir à un public en grande exclusion. Et l'un des enjeux qui se pose lorsque le programme s'ouvre à un nouveau chantier d'insertion, vous me disiez, c'est de parvenir à capter ce public en grande exclusion à la rue, ce qui suppose du coup de mobiliser un nouveau ou deux nouveaux prescripteurs sur le territoire. Comment vous y prenez-vous ? Oui, merci pour la question. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-être 2 mots sur Convergence, le programme. Donc, effectivement, Convergence, c'est un programme d'accompagnement renforcé en chantier d'insertion qui a été expérimenté à Paris pendant 3 ans, puis dans un chantier, Emmaüs Défi, pour ne pas le nommer, essaimé sur le territoire parisien pendant 3 années ensuite, donc de 2016 à 2018. Et puis donc qui a été retenu dans le cadre de la stratégie pauvreté pour un essaimage national et mission donc que porte Convergence France depuis 2019. Aujourd'hui, donc, le programme est déployé dans 8 territoires, 7 villes et le département de la Charente. On expérimente aussi cet essaimage sur un territoire moins dense et avec des implantations et des chantiers
implantés sur l'ensemble du département. Aujourd'hui, c'est 7 chantiers en Charente qui portent le programme Convergence. Et concrètement, donc, ça consiste en un renforcement et une évolution des moyens d'accompagnement dont dispose le chantier, un travail en lien plus étroit avec l'ensemble des porteurs du programme Convergence sur le territoire, la mise en commun d'un réseau de partenaires engagés autour des thématiques de l'emploi, de la santé et du logement, parce qu'on promeut une approche globale de l'accompagnement pour ces publics en situation de grande précarité. Donc aujourd'hui, dans ces 8 territoires, c'est 50 chantiers d'insertion qui sont mobilisés et une file active à peu près aujourd'hui de 1700 salariés en file active dans l'ensemble de ces 50 chantiers d'insertion. La particularité, une des particularités de Convergence, c'est que c'est un nouveau programme, certes, mais qui va se mettre en place dans des structures existantes et sur des territoires donc, où le programme est implanté. Ça suppose une transformation de l'accompagnement dans le chantier d'insertion. Donc évidemment, dans les missions de Convergence France, il y a un enjeu d'accompagnement à l'évolution des pratiques. On partage aussi des outils. Oui, nous sommes présents à Marseille, mais je vous donnerai le chantier. Alors, courtrage, mais non, il n'est pas encore dans la cible. On vient de démarrer à Marseille. L'équipe est arrivée le 1er février, donc c'est tout en cours de démarrage, mais avec plaisir pour en reparler. Donc des chantiers dont on va faire évoluer les pratiques. C'est vrai que souvent, quand on présente Convergence aux chantiers qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt, ils nous disent on est ravis de rejoindre le programme parce que finalement, ça va nous permettre de revenir à nos fondamentaux. C'est pour ça qu'on a créé le chantier il y a 10 ou 20 ans, pour accompagner ces personnes auxquelles on ne faisait plus de propositions et auxquelles aujourd'hui, on n'est plus en capacité non plus de faire des propositions. On ne peut plus les faire rentrer dans nos structures, parce que des critères trop exigeants en fait à l'entrée ou à la sortie qui de fait interdisent en fait ou empêchent l'accès à ces chantiers d'insertion de ces personnes qui cumulent de nombreuses problématiques. Donc il y a un enjeu de transformation des chantiers, des pratiques de travail et d'accompagnement des personnes qui accompagnent dans ces chantiers, mais aussi qui encadrent dans ces chantiers. Et puis aussi et surtout, il y a une évolution nécessaire des pratiques d'orientation parce qu'il faut que de nouveaux prescripteurs orientent vers ces chantiers d'insertion, en fait, ce public-là, auquel, et là je pense notamment aux travailleurs sociaux des centres d'hébergement, qui vont devoir faire un peu un pas de côté par rapport à leur pratique habituelle, et en se disant, cette personne que j'accompagne et qui est depuis 3 ou 5 ans dans le centre d'hébergement, finalement, moi, je ne l'imagine pas en situation de travail, mais peut-être qu'elle sera en capacité d'eux, et peut-être que le fait de l'orienter vers un chantier remobilisant, ce qui est quand même une des caractéristiques fortes des chantiers Convergence, va permettre d'enclencher cette dynamique globale d'insertion et de travailler sur l'ensemble des problématiques auxquelles la personne a à faire face. Et c'est vrai que cette évolution, le fait de faire rentrer finalement les centres d'hébergement, les travailleurs sociaux dans le programme, et pas forcément quelque chose qui est gagné d'emblée, parce que on n'y pense pas forcément. Et puis, Convergence, quelque part, oblige aussi ces travailleurs sociaux à continuer le travail d'accompagnement. Ce n'est pas je vous oriente quelqu'un, et puis après, du moment qu'il est dans le chantier, c'est fini pour moi, et j'ai coché la case. Non, au contraire, on continue et on souhaite continuer à mobiliser, en fait, ces travailleurs sociaux dans toute la durée de l'accompagnement en chantier. J'essaie de répondre en même temps. Évidemment, oui, la question des indicateurs et du taux de sortie positif ou dynamique, c'est un indicateur auquel sont confrontés les chantiers d'insertion et qui, du coup, vont peut-être faire le choix de recruter en fait, des personnes qui ont plus de chances d'accéder à un emploi. Et c'est vrai que les critères d'entrée dans les chantiers d'insertion sont suffisamment larges pour qu'on privilégie peut-être dans certains cas, alors je ne généralise pas parce que ça dépendra évidemment du projet social, et même si on parle des chantiers d'insertion, on va plutôt, dans certains cas, privilégier quelqu'un qui est Bac+5 et au RSA depuis 6 mois que quelqu'un qui est Bac-12 et qui a un parcours de rue de 5 ou 10 ans. Donc, et c'est vraiment ce public-là en fait, que vise le programme Convergence.
Donc, on travaille, oui, en lien étroit avec les prescripteurs, avec ces centres d'hébergement. Et quand je dis on, c'est pas nous, Convergence France, mais c'est vrai que dans la manière dont on a essaimé, dont on essaime Convergence aujourd'hui, on s'appuie sur des équipes locales. Donc, on s'appuie sur des chantiers d'insertion qui existaient sur le territoire. On ne crée pas de nouvelles structures, mais on s'appuie sur des chantiers qui étaient déjà implantés sur le territoire. On monte, ça ressemble à ce que disait Marion, hein, on monte un comité de pilotage territorial avec les acteurs institutionnels et les représentants en fait, des différents acteurs de l'emploi, de la santé et du logement, enfin, en tout cas au niveau institutionnel du territoire. On réunira aussi les opérateurs sur des temps, on a des temps de rencontres partenariales réguliers sur les territoires aussi. Et puis, on s'appuie sur une équipe locale. Donc, on installe sur chaque territoire un coordinateur, des chargés de partenariat, qui sont des gens qui sont recrutés par un chantier d'insertion du territoire, dit porteur de la coordination sur le territoire. Donc, on privilégie l'ancrage territorial fort du programme et on veut surtout pas, on l'a assez vite compris quand on est arrivé à Lyon, que ça soit une équipe parisienne qui vienne installer un programme parisien dans d'autres villes. Donc c'est important d'avoir cet ancrage territorial fort. On s'appuie aussi sur une évolution des réglementaire qui va faciliter, donc on a travaillé donc en lien avec les réseaux, Emmaüs France, la Fédération des acteurs de la solidarité qui sont membres de l'association Convergence France, et donc on a travaillé en lien étroit avec la DGEFP pour avoir des évolutions, dans le cadre notamment de la dernière loi inclusion, qui vont faciliter la mise en œuvre de Convergence. Et donc, c'est un atout finalement supplémentaire. Parmi eux, le fait de pouvoir allonger la durée des parcours d'insertion, la porter jusqu'à 5 ans quand la personne cumule de nombreuses difficultés. Et du coup, pouvoir envisager un temps d'accompagnement plus long qui est parfois nécessaire pour ces personnes. Et puis, on va associer, et travailler en lien étroit avec l'ensemble de ces acteurs pour que finalement, j'allais dire, la mayonnaise prenne. Mais c'est ça, en fait, le sujet. Probablement une expression peut-être un peu plus adaptée, mais dans la réalité, c'est vraiment ça. Et en fait, elle va souvent prendre aussi parce qu'il y en a un qui se lance. Et puis, ça va fonctionner. Et puis, un travailleur social va pouvoir aussi communiquer avec ses pairs et d'autres vont se lancer dans l'aventure. Ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses parce qu'il faut que tout le monde ait envie d'accompagner ces personnes-là. Ce n'est pas juste je vais orienter puis après débrouillez-vous. Mais je continue à m'engager aussi dans ce nouveau mode d'accompagnement renforcé parce que j'y crois. Et c'est important aussi que le fait de croire, d'adhérer au programme soit partagé à la fois au niveau politique des structures et du territoire, mais aussi par les opérateurs et ceux les travailleurs sociaux, les personnes en charge de l'accompagnement. C'est important qu'elle soit convaincue de l'intérêt et de l'efficacité finalement du programme. On peut aussi s'appuyer, parce qu'aujourd'hui, Convergence a 10 ans, sur 2 évaluations externes qui ont été réalisées en 2015 et en 2018, qui ont aussi démontré l'impact du programme sur l'amélioration des situations autour du logement, autour de l'accès à la santé, autour de l'accès aux droits et autour de l'accès aussi à l'emploi au travers des sorties dynamiques. C'est important aussi d'embarquer, donc ils font partie du collectif du comité de pilotage territorial, les DETS, parce que finalement, ancienne directe, c'est aussi dans le cadre du dialogue de gestion, qui est un peu l'instance et le moment d'évaluation finalement de la performance des chantiers d'insertion. C'est important de jouer aussi le jeu de ce collectif-là et de se dire on évalue la qualité de l'accompagnement au regard de l'ensemble, l'intégralité de la situation de la personne au moment où elle sort du chantier d'insertion. Je ne regarde pas que les sorties vers l'emploi, mais je regarde aussi si la situation au logement, elle s'est améliorée, s'il y a eu une prise en charge santé, etc. Et c'est vrai que dans tous les travaux auxquels on a pu contribuer, alors en lien, là,
particulièrement avec Emmaüs France, mais la face aussi sur l'évolution des indicateurs de suivi. Il y avait une question tout à l'heure sur ce sujet-là. C'est important que l'ensemble des acteurs jouent le jeu. Il y a une volonté manifeste de l'État, puisque c'est un des enjeux de convergence, et c'est pour ça aussi que le programme est financé, d'élargir le spectre d'évaluation de l'efficacité. Alors, ce n'est pas forcément un très bon mot non plus, mais c'est celui-là, des chantiers d'insertion. Mais il faut que ces enjeux soient partagés aussi au niveau territorial, et on s'appuie là aussi, on travaille en lien étroit avec la DGEFP, et Rachel en l'occurrence, pour envoyer, qui communique largement avec les acteurs institutionnels sur justement les enjeux du dialogue de gestion, la place qu'il faut faire à ces personnes, et l'enjeu finalement est de faire un peu un pas de côté aussi quand on est chantier d'insertion et quand on est prescripteur, pour finalement aller plus loin et donner une chance à ces publics-là. Merci Sophie Roche. Je crois qu'effectivement, vous avez parlé de la mayonnaise, comment elle prend. C'est vraiment ce qu'on cherche à voir là, et vous nous avez donné une illustration très fine de comment elle peut prendre, en tout cas dans le cas de Convergence, cette mayonnaise. Alors, une question qu'on s'est posée lors de la préparation des différentes tables rondes, c'est celle du financement de l'essaimage, et comment on s'assure d'une ingénierie et d'un financement qui sont en phase avec cette nécessité d'inscrire l'innovation dans le contexte local. Alors pour Convergence, notamment, cet enjeu de financement est particulièrement prégnant, puisque vous nous le disiez, en préparation 2022 sera marqué par la fin du financement stratégie pauvreté. Comment vous envisagez la suite, la pérennisation du dispositif et peut-être la poursuite de l'essaimage ? Oui, alors on l'envisage de manière très positive, on y croit. Avant juste de répondre à cette question, je vais peut-être juste répondre à une question qui était posée dans le chat sur la manière dont on anime le collectif, des chantiers, des personnes qui sont engagées. La réponse est très courte, donc on a des temps de réunion avec l'ensemble des chargés d'insertion sur chaque territoire, et on a aussi des temps d'échange avec l'ensemble des opérateurs, par exemple travailleurs sociaux, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut qu'on structure, à mon avis, davantage au niveau de chaque territoire. Et puis au niveau national, on organise, et je le dis parce que c'est très bientôt, le 7 avril, donc une réunion de tous les chargés d'insertion et les encadrants techniques qui peuvent le faire, donc ils viennent tous à Paris. On attend entre 100 et 150 personnes pour échanger sur leurs pratiques, et puis aussi pour que collectivement, parce que je pense que c'est un enjeu aussi de cet essaimage national, qu'au niveau national, et chacun prennent conscience de cette dynamique. Ils ont conscience sur chacun de leur territoire de l'enjeu collectif, en fait, et de la dynamique collective sur leur territoire. Mais je trouve que cet enjeu d'expérimentation nationale, d'essaimage national, est extrêmement important à partager, parce que on fait tous partie de cette aventure-là. Jean-Luc disait, installer ta page sur un territoire, c'est une aventure collective du territoire. Et je pense que c'est important aussi que tous ces acteurs-là, ils prennent conscience de l'aventure nationale, en fait, qu'ils sont en train de vivre. Et oui, et c'est important parce qu'ils sont tous embarqués dans un programme qui aujourd'hui n'a de la visibilité que jusqu'à fin 2022. L'enjeu, il est important d'abord de pérenniser, d'abord pour les salariés en insertion qui sont en parcours dans ces structures-là. Il est extrêmement important aussi pour les chantiers d'insertion qui sont mobilisés sur ce programme et qui ont recruté, donc grâce au financement de la stratégie pauvreté, des ressources supplémentaires, que ce soit des chargés d'insertion supplémentaires ou des coordinateurs convergence ou des chargés de partenariat convergence. Donc des équipes qui aujourd'hui, et on réunissait hier l'ensemble des coordinateurs et des chargés de partenariat qu'on a réuni hier à Paris, et qui commence à poser la question de qu'est-ce qui va m'arriver le 1er janvier 2023. Et c'est vrai qu'on a pris conscience assez récemment, au début de l'année, parce qu'on se rendait compte que c'était la dernière année, qu'il y avait un enjeu déjà de sécuriser 2023. Et d'ailleurs, on a un rendez-vous prochainement pour justement commencer à en parler avec l'État, sécuriser 2023, parce que le risque énorme qu'on a, c'est qu'en juillet, des personnes qui disent moi, mon poste, je sais il existe jusqu'à la fin de l'année, mais j'ai un doute sur ce qui va se passer après. Finalement,
ils commencent à regarder s'il y a d'autres opportunités sur le territoire et partir au 3e ou au 4e trimestre 2022, ce qui serait catastrophique pour le projet parce que ça veut dire qu'on n'aurait plus les ressources en fait pour le porter et le mettre en œuvre sur les territoires et que de fait, il faudrait soit tout reconstruire, soit ça conduirait à l'arrêt du projet. Donc on a un enjeu de très court terme, évidemment qu'on va discuter avec l'État, mais aussi discuter avec les territoires parce que Convergence, bon, je n'ai pas parlé de Premières Heures, qui le programme comporte également dans le cadre d'un essaimage national, sont des projets qui, au-delà du retour à l'emploi et de l'entrée, je dirais plus, accompagnement vers le travail, sont des projets pour moi de cohésion territoriale, de cohésion sociale, et que c'est des vrais projets de territoire. On les mène de manière collective, collégiale sur le territoire, et c'est important que les territoires contribuent, enfin c'est notre vision des choses, contribuent aussi en partie au financement du programme. Donc ça, c'est évidemment des idées qu'il faudra qu'on teste, et puis avant de voir la manière dont ça peut se concrétiser, hein, c'est vrai que les financements et les cofinancements de la stratégie pauvreté ont été très aidants pour mobiliser d'ores et déjà des cofinancements territoriaux sur ce type de projets expérimentaux. Mais c'est important d'avoir à la fois, au-delà de cette sécurisation de 2023, nous, notre souhait, c'est que ça rentre dans le cadre réglementaire, qu'on puisse avoir des degrés finalement d'accompagnement un peu à la carte. Je pense que tous les projets qui ont été présentés là sont des projets qui ciblent un public spécifique et qui ont une vocation, Jean-Luc le disait, on est chacun sur un type de public ou une modalité d'accompagnement qui fait que nos programmes ne sont pas redondants, mais ils sont complémentaires et ils apportent autant de réponses à la multiplicité des questions que peuvent se poser en fait et que peuvent susciter ce public qui est éloigné et pour lequel on n'avait pas jusque-là ou très peu de solutions à proposer. Merci Sophie Roche. Donc l'enjeu d'un relais territorial du financement. Sur la question du financement, j'aurais voulu entendre aussi Nathalie qui a commencé à parler du risque de dénaturation du projet. Ce serait intéressant que tu nous en dises plus si tu es toujours là. Je sais que tu avais une contrainte. Comment je trouve qu'Impact Jeune est une illustration intéressante, on en a un petit peu parlé en préparation, de comment les attentes des financeurs viennent ou pas modifier, orienter la nature du projet, notamment en termes de public cible. Tu parlais des NEET, mais aussi tu m'évoquais en préparation les difficultés sur cette mobilisation des partenaires du territoire, le temps en fait de la réponse à l'appel à projet qui n'est pas toujours compatible ou pas toujours en phase avec le temps que vous souhaitez vous donner pour ce temps long de la mobilisation ou de la pertinence à implanter l'innovation dans un nouveau territoire. Oui, en effet, il y a les échéances des appels à projets qui parfois sont courtes. Et quand il s'agit de construire un consortium fédéré autour d'un défi un peu fou qui est de faire réussir les jeunes d'un même quartier, ça prend du temps. Donc, on est parfois ce sujet-là qui n'est pas simple. Et sur les opportunités de financement, forcément, les appels à projets qui sortent sont parfois orientés sur un public en particulier. Donc, effectivement, il y a les NEET, ou bien ça peut être commencer à partir de 16 ans. Nous, notre conviction dans le programme Impact Jeune, c'est pour amener les jeunes vers l'emploi, il faut les connecter au monde de l'entreprise le plus tôt possible. Donc, on milite plutôt pour un accompagnement des 13 ans. Quand on a un appel à projet où on dit non, c'est à partir de 16 ans et pas avant, on se pose la question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? On remplit 90% des cases. Donc, voilà, c'est un peu cornélien à chaque fois. Et puis parfois, il y a un enjeu aussi politique en local, je pense aux mairies qui disent non, mais il faut aller vers les invisibles, il faut aller vers les sorties du radar. Et là aussi, notre conviction, c'est que la meilleure façon d'accompagner les jeunes invisibles et les jeunes sortis du radar, c'est d'accompagner ceux qui réussissent, ceux qui sont diplômés, ceux qui ont joué le jeu et qui ont un bac+2, bac+3. Et si eux ne trouvent pas un job, et ben forcément, ça enverra un mauvais signal aux autres qui se diront à quoi ça sert d'avoir un diplôme si c'est pour finir comme un tel qui a bac+3 et qui ne trouve pas de job ou qui a un job pas à la hauteur de ses compétences. Donc,
Donc, c'est difficile d'avoir des terrains de jeu très larges. C'était le cas du PIA Jeunesse au tout début, quand on a lancé le programme en 2017. Aujourd'hui, on a le sentiment, mais alors peut-être qu'on n'a pas les bons canaux d'information, qu'il y a beaucoup d'appels à projets en silo, un peu trop restreint. En tout cas, ça ne nous permet pas de déployer le programme comme on le voudrait. Donc, on se tourne aussi vers les financements privés. Mais quand on parle d'un budget à 1 million d'euros par an sur un territoire, forcément, c'est compliqué de tout financer par du privé. Peut-être voilà. Jean-Yves Morales, merci Nathalie, sur cette logique de financement en silo qui se pose aussi pour ta page qui est liée à la logique d'une approche globale, pas toujours compatible avec les lignes budgétaires des financeurs. Jean-Yves Morales, est-ce que vous voulez témoigner sur cette question ? Oui, bah, ça c'est dans la… Les choses évoluent fortement. On ne pourra pas non plus, parce que l'ouverture va être un petit peu compliquée si on part sur ce positionnement de silo, même si on le constate tous au quotidien. Les choses évoluent. Disons que les acteurs sont pétris d'immenses intentions, mais le système reste en silo. Et donc, du coup, quand on en parle avec les pouvoirs publics, quand on en parle avec tout le monde a envie de faire changer la machine, mais la machine reste la machine et elle a du mal à bouger. Donc c'est quand même une dynamique collective. On n'est pas en train d'essayer de persuader des acteurs, que ce soit au niveau national ou au niveau des territoires, on n'est pas en train d'essayer de les persuader. On est en train d'essayer de trouver des solutions ensemble. Et de l'autre côté à l'autre bout, travailler sur l'évaluation, ce n'est pas une évaluation positive ou négative de nos programmes, c'est une évaluation de comment on peut aider à trouver des pistes de qualification de ce qu'est une bifurcation de trajectoire de vie, au-delà des sacro-saintes sorties positives là, que venait de rappeler tout à l'heure Sophie. Oui, une sortie positive emploi ou non, une sortie négative emploi, mais si on se remobilise vers du soin, si on se remobilise sur du logement et qu'on met un petit peu en pédale douce la question de la sortie positive emploi à ce moment-là, on reste sur une dynamique de bifurcation, de reprise de contrôle de sa trajectoire de vie, d'avancée globale. Et en balayant devant notre porte en premier lieu, dans le monde de la santé, pendant des années, on a fait cure, post-cure, déclenchement d'AH, mise en appartement, on avait des sorties positives dans tous les sens, c'était magnifique. Sauf qu'au final, sur des suivis de cohorte à 5 ans, on se rendait compte qu'il n'était plus du tout dépendant aux opiacés, mais il était consommateur d'alcool au dernier degré, enfermé dans son appartement de 15 mètres carrés, et les choses étaient toujours aussi compliquées dans le réel de la situation pour la personne. Donc, si on veut aller plus loin, essayer de véritablement construire une vraie bifurcation, il y a des choses à travailler de ce côté-là. Donc, de niveau, oui, effectivement, les choses sont en silo, mais pas du tout les acteurs, et on a des écoutes attentives des deux niveaux, et on voit au niveau ministériel que les choses essaient de se travailler, mais ça doit être aussi éprouvant dans l'exigence de leur métier que ça l'est pour nous au quotidien à l'accompagnement de nos publics. Il faut pouvoir accompagner la machine à changer tranquillement et à mettre de la porosité. Et nous, dans cet accompagnement du programme Tapage, comme je le disais, qui est un tuilage entre différentes politiques publiques, on le ressent bien, avec pendant des années des acteurs au niveau de l'Agence régionale de la santé qui nous disait oui, vous êtes nos interlocuteurs, mais ce que vous faites là, c'est de l'employabilité bas seuil, ça concerne la directe, dans la DRETS. Et à l'inverse, la DRETS nous disait c'est vraiment passionnant ce que vous me présentez, mais on ne vous connaît pas et vous ne relevez pas de nos financements. Ça, ce n'est plus la réalité aujourd'hui. Les commissaires à la lutte contre la pauvreté aident aussi à animer tout ça. Des acteurs discutent à ce niveau-là aussi. Et puis, il y a une écoute très attentive de Rachel, en l'occurrence, qui était là aujourd'hui, mais de l'ensemble des services des GFP, des IPLP et CIPDA, MILDECA, qui essaient de pousser pour essayer de créer de la transversalité, même dans les plans d'action entre le CIPDA et le MILDECA, il y a une transversabilité de ce côté-là. Et puis après, moi, je continuerai en rebondissant un petit peu sur ce qui est dit depuis quelques temps, et puisque Mme Vignalou commençait à pointer aussi, il y a de notre responsabilité d'aller chercher de la complémentarité de financement et de chercher de la structuration au-delà des aides et de la sacro-sainte corne d'abondance de l'État-providence. On doit aussi pouvoir porter un cap. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui doit être évident et vendu clé en main, mais un cap tendre vers de l'autofinancement de ce qu'on essaie de mettre en place sur les territoires, sinon on ne va pas s'en sortir et on va créer constamment l'innovation. Et derrière nous, il y a des choses magnifiques en termes d'innovation qui sont là et on va se sentir, nous, en concurrence avec de la nouvelle innovation qui arrive et qui va demander toujours plus au pouvoir public. Donc ça, nous, c'était déjà dans l'ADN de Tapage initialement et
Et peut-être qu'on a aussi quelques petits bouts d'expérience à partager là-dessus, parce que nous, enfin, moi, je reviens de Québec en 2008. 2008, c'est une autre crise. Hein, et donc, du coup, d'une part, on nous dit travailler à la journée, ça ne se fera jamais en place. En France, c'est impossible à faire en termes de contractualisation, mais on nous dit aussi c'est la crise économique, on va commencer par sauvegarder l'existant, on verra après de faire l'innovation. Donc, directement, en ayant un pied en Amérique du Nord, c'était une évidence pour eux, ça ne les dérange pas que l'entreprise Bombardier ou McDonald's finance des scanners dans des hôpitaux publics, c'est des choses qu'on voit avec des plaques qui remercient. Donc, il y a une porosité entre ces différents champs-là qui peut se discuter. Hein. Je ne suis pas en train de déstructurer l'État-providence, je ne suis pas sur ce type d'approche-là. Je dis juste qu'il y a d'autres possibles et on les réfléchit dès la réflexion de la mise en place en 2008 du programme Tapage en France. Ce qui fait que c'est ce que j'annonçais tout à l'heure, ça n'autofinance pas du tout les programmes sur l'ensemble des territoires, mais on est avec 150 partenaires publics et privés sur l'ensemble des territoires. Ça veut dire Vinci, ça veut dire Suez, ça veut dire la SNCF, le groupe Auchan, mais aussi au niveau des territoires, des opportunités avec les bailleurs sociaux. C'est aussi les municipalités qui peuvent directement décider d'intervenir sur des marchés closés pour pouvoir accompagner. Enfin voilà, c'est pas aller picorer, mais c'est se créer une constellation de financement qui permettent au programme sur le territoire de trouver son rythme de croisière et de pouvoir ne pas être complètement dépendant d'un financeur, qu'il soit public et privé, au risque d'avoir un changement de politique publique ou au risque d'avoir un financeur privé qui se retire et qui met complètement en danger la situation. Du coup, cette multitude de financements, elle a, je ne doute pas, des implications pour un porteur, pour un essaimeur. Marion Moulin, peut-être sur cette question, vous nous disiez que vous aviez un conventionnement avec 3 ministères et potentiellement d'autres financements. Qu'est-ce que ça implique pour vous, cette multiplicité de financements ? Oui, effectivement, enfin, on a 3 ministères de tutelle distincts avec des systèmes de fonctionnement voilà, qui sont également différents, avec notamment en termes de trésorerie, certains paiements à la journée en fonction des personnes accueillies, d'autres paiements au trimestre, etc. Donc, des systèmes de financement assez complexes. La première difficulté pour nous que ça engendre, c'est un peu ce manque parfois de dialogue interministériel. Voilà, une des grosses démarches, notamment en termes de plaidoyer qu'on a entamé depuis 5 ans et sur laquelle on a pu progresser grâce au ministère de l'Insertion depuis ce début d'année, c'est la mise en place d'un comité de pilotage interministériel pour justement arriver à ce qu'ils puissent dialoguer, puisque si on arrive plutôt bien à faire dialoguer les services déconcentrés au niveau local, c'est parfois un peu plus complexe avec nos interlocuteurs nationaux, avec lesquels on a beaucoup de dialogue et de très bonnes relations en bilatéral, mais beaucoup de mal à les réunir voilà, autour des projets. Et ce système de financement, d'une part, ça engendre une grande complexité en termes de reporting et de charges administratives pour nos structures, qui sont des structures de petite taille avec entre 10 et 20 personnes accueillies et 4 à 5 salariés permanents et par structure. Donc, ça veut dire pas de poste dédié, par exemple, sur la fonction support de RAF ou de DAF. Et donc, voilà, des difficultés parfois de suivi de l'ensemble de ces financements. Alors, ce que ça nous évite, et ça c'est plutôt un avantage, c'est la dépendance à un financeur unique. Voilà, si on avait une de nos sources de financement qui venait à baisser, l'impact évidemment serait moindre, mais ça engendre quand même néanmoins une certaine complexité de gestion et de suivi administratif au quotidien, sachant que la seule variable en fait, dont on dispose, c'est l'autofinancement qui est lié à nos activités économiques, mais qui ne peut pas dépasser 30% de notre modèle en raison de la réglementation liée aux ateliers chantiers d'insertion. On a également quelques financements au niveau de collectivités locales ou encore ce qui était évoqué tout à l'heure du CIPDR, voilà, qui est un comité interministériel sur ces questions. Donc nous, on a un plaidoyer conséquent au niveau national pour une sécurisation aujourd'hui et une simplification de ces modèles économiques parce que c'est aussi un des facteurs qui fait que le montage de projet est extrêmement long. Aujourd'hui, la création d'une ferme, elle prend 2 à 4 ans. C'est lié à plusieurs facteurs, mais quand même dans les 2 facteurs principaux, il y a la question du coût économique de l'investissement. On est sur des projets qui sont à plus d'1 million d'euros à la création
qui aujourd'hui sont en immense majorité financés par des fonds privés, donc qui nécessitent d'aller faire un très grand nombre de dossiers de demande de financement et de réunir un très grand nombre de partenaires pour faire subvenir aux coûts d'investissement. Et le second point, c'est ensuite la mise en place de tous ces conventionnements administratifs avec nos partenaires financiers principaux, qui sont des administrations qui ont parfois des publics cibles, des calendriers, des méthodes de travail assez différentes. Et donc, le temps nécessaire pour ne serait-ce que obtenir et signer ces 3 conventionnements qui sont nécessaires pour l'ouverture de la structure, eh bien, ça peut prendre parfois un temps extrêmement conséquent. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie difficulté si on veut avoir un réel changement